Un témoin clé dans une affaire de meurtre change soudainement son témoignage. Par amour. Mais ce qu'il ignore, c'est que la femme qu'il tente de protéger joue un double jeu terrifiant. Le silence s'abattit sur la salle d'audience comme une chape de plomb. On aurait pu entendre le froissement d'un papier ou le battement d'un cœur tant l'atmosphère était lourde. Les jurés retenaient leur souffle, les avocats se penchaient légèrement en avant, et même le juge, impassible d'ordinaire, leva un sourcil. Le témoin s'éclaircit la gorge. Tous s'attendaient à ce qu'il répète, avec la même assurance que lors des audiences précédentes, les faits accablants qu'il avait vus. Mais ces mots prirent une tournure différente, une nuance d'hésitation d'abord, presque imperceptible, puis un glissement total. Il affirma que l'accusée n'était pas celle qu'il avait vue cette nuit-là. Un choc électrique sembla traverser la salle. L'avocat de la défense esquissa les sourires imperceptibles. L'accusation resta figée, bouche entrouverte. Comment ce témoin, considéré comme la pièce maîtresse du procès, pouvait-il soudain innocenter la femme qu'il avait autrefois désignée? Les murmures montèrent dans le public, comme un vent qui se lève avant la tempête. Personne ne comprenait, sauf elle. Derrière la vitre pare-balles, ses yeux brillaient d'un éclat étrange. Ce changement brutal n'était pas le fruit du hasard, il était le résultat d'un travail patient, invisible, orchestré avec une précision chirurgicale. Et elle savait déjà qu'elle venait de remporter une bataille décisive. Quelques mois auparavant, il n'était qu'un homme ordinaire, fondu dans le décor banal d'une petite ville côtière. Comptable dans une entreprise de transport maritime, il passait ses journées à aligner des chiffres, remplir des tableaux et vérifier des factures. Les vagues, au loin, rythmaient ses journées comme une vieille horloge. Il ne cherchait pas le frisson ni l'imprévu. Sa vie se voulait simple, prévisible, sécurisée. Mais cette tranquillité prit fin un mardi matin, quand son téléphone sonna. Au bout du fil, une voix neutre. « Ici la brigade criminelle, nous avons besoin de vous interroger concernant un homicide. » Le mot « homicide » le traversa comme un courant glacé. Il se souvenait avoir vu quelque chose cette nuit-là, mais il n'avait pas imaginé que ce souvenir allait l'aspirer dans un tourbillon. On lui parla d'une femme suspectée d'un meurtre brutal. Son témoignage pouvait sceller son sort. Il se promit de dire la vérité, persuadé que la justice suivrait son cours. Mais il ignorait qu'entrer dans cette affaire, c'était mettre un pied dans un engrenage implacable. Un engrenage où chaque conviction peut se fissurer, où chaque certitude peut être retournée contre vous, et où l'amour, sous ses formes les plus toxiques, devient une arme plus dangereuse qu'un couteau. Le jour de leur première rencontre, il entra dans la salle d'interrogatoire en s'attendant à voir une femme brisée, apeurée ou en colère. Il trouva tout l'inverse. Assise, menottée, elle avait l'allure de quelqu'un qui contrôle chaque respiration, chaque mouvement. Ses yeux verts, d'un éclat presque surnaturel, semblaient lire au-delà de ses pensées. Ses cheveux noirs, légèrement ondulés, encadraient un visage dont les traits fins inspiraient à la fois douceur et mystère. Et puis il y avait ce sourire, à peine esquissé, qui ne lui était visiblement pas destiné mais qui le frappa de plein fouet. Elle ne prononça pas un mot pendant toute la durée de l'entretien. Mais il sentait étrangement qu'elle avait déjà commencé à lui parler. Une conversation silencieuse, faite de regards et de respiration. Il tentait de se convaincre que ce n'était qu'une impression, que ce trouble passager disparaîtrait. Après tout, il s'agissait d'une femme accusée d'avoir commis un crime abominable. Pourtant, en quittant la pièce, il se surprit à repenser à ce détail, la façon dont elle l'avait regardé. Comme si elle savait déjà qu'il jouait un rôle bien plus intime que celui de simple témoin. Ce jour-là, sans le savoir, il venait d'entrer dans sa toile. Tout commença par un détail qui lui parut anodin. Alors qu'il consultait un dossier au tribunal, un petit papier plié en 4 glissa entre ses doigts. Il n'était pas signé. « Je sais que vous voyez la vérité. » Rien de plus. Il pensa à une erreur, un mot destiné à un avocat ou à un autre témoin. Mais quelques jours plus tard, un autre billet apparut, cette fois plus long, écrit d'une écriture fine et soignée. Elle y parlait d'injustice, de solitude et de la douleur d'être enfermée pour un crime qu'elle n'avait pas commis. Il hésita à répondre, conscient de la ligne rouge qu'il s'apprêtait à franchir. Mais bientôt, les billets devinrent réguliers, presque rituels. Il parlait moins de l'affaire et plus de lui. Elle connaissait des détails qu'il n'avait jamais confiés à personne. Ses insomnies, son amour des romans anciens, son sentiment d'être invisible dans la foule. Chaque lettre semblait tissée pour toucher un fil sensible de son esprit. Sans s'en rendre compte, il attendait ces mots comme on attend un souffle d'air dans une pièce close. La distance entre témoin et complice émotionnel se réduisait, centimètre après centimètre, mot après mot. Les nuits devinrent plus longues, peuplées d'images floues. Il revoyait cette ruelle, cette ombre, ce visage qu'il avait cru reconnaître. Mais plus il relisait ces lettres, plus la scène se brouillait. Et si la silhouette n'avait pas été celle de l'accusé? Et si tout ce qu'il croyait savoir n'était qu'un enchaînement de malentendus? Les mots d'elle s'infiltraient comme de l'eau dans les fissures de sa mémoire. Elle semait des essies comme on sème des graines dans un jardin. Et ces graines germaient. Bientôt, il se surprit à défendre mentalement sa cause, à imaginer des versions alternatives des événements. Il en venait presque à croire que son souvenir initial était une invention de son esprit fatigué. Ce doute n'était pas un accident, c'était une œuvre d'art, patiemment construite par une main experte. Une main qui savait exactement quand retirer la lumière et quand laisser l'ombre s'installer. Plus il doutait, plus il se rapprochait d'elle. Et plus il se rapprochait d'elle,
plus il s'éloignait de la vérité. Ce fut elle qui franchit la prochaine étape. Un message glissé dans une lettre. « Je voudrais vous voir. Vraiment vous voir. » Officiellement, cela n'était pas possible. Officieusement, tout a un prix. Il fit appel à un gardien connu pour ses services officieux. Quelques billets changèrent de main et il se retrouva dans une petite salle de visite privée. Elle était déjà là, vêtue d'une robe simple, mais qui semblait trancher avec le décor austère. L'air était chargé d'un parfum léger, presque imperceptible, qui éveilla en lui une nostalgie inconnue. Elle lui parla. Enfin, mais pas comme une accusée. Elle parlait comme si elle l'avait attendu toute sa vie, comme s'il était la seule personne capable de comprendre sa douleur. Ces phrases n'étaient pas seulement des mots, elles étaient des touches invisibles sur des cordes qu'elle savait sensibles. En quittant la pièce, il n'était plus le même homme. Il savait, au fond de lui, qu'il ne pourrait plus jamais dire un mot qui la condamnerait. Ce jour-là, le piège s'était refermé, et il ne songea même pas à s'en échapper. Les jours suivants, il ne vécut plus que dans l'attente de ces rencontres volées. Chaque fois qu'il entrait dans cette petite salle, le reste du monde semblait disparaître. Elle savait comment lui parler, pas en victime plaintive, mais en femme forte, lucide, capable de retourner chaque argument comme une lame. Petit à petit, elle lui confia des détails intimes de sa vie, ou du moins ce qu'il croyait être sa vie. Une enfance difficile, des trahisons, des amours brisés. Il ne se doutait pas que chacun de ces récits était soigneusement calibré pour réveiller en lui un instinct protecteur. En parallèle, ses souvenirs de la nuit du meurtre devenaient flous, comme une vieille photographie exposée au soleil. Les frontières entre le réel et ce qu'elle voulait lui faire croire se dissolvaient. Quand il rentrait chez lui, il surprenait son propre reflet dans le miroir, un visage qu'il reconnaissait à peine. Il n'était plus simplement un témoin, il devenait son allié, son confident, et même son défenseur secret. Dans sa tête, la justice n'était plus un équilibre froid et impartial. Elle avait désormais un visage, une voix et des yeux verts capables de faire taire toutes les vérités. Il crut que tout cela se passait dans l'ombre, à l'abri des regards. Mais bientôt, il sentit le poids d'autres forces, plus froides, plus calculatrices. Un soir, alors qu'il rentrait chez lui, une enveloppe glissée sous sa porte attira son attention. Pas de nom, pas d'expéditeur. À l'intérieur, une photo de lui, prise à la sortie du tribunal, en compagnie d'un gardien que seul un initié pouvait reconnaître. Puis, quelques jours plus tard, un appel anonyme. « On sait ce que tu fais ». La voix grave et posée ne menaçait pas directement, mais laissait planer une promesse silencieuse. Il comprit que, d'une manière ou d'une autre, il était désormais surveillé. Cela ne le fit pas reculer. Au contraire, cette sensation d'être impliqué dans quelque chose de plus grand, de plus dangereux, le liait encore davantage à elle. Il commençait à justifier intérieurement chaque risque qu'il prenait. Après tout, sauver une innocente valait bien quelques ombres dans son dos. Ce qu'il ne voyait pas, c'était que ces pressions invisibles faisaient partie du plan. Elles servaient à l'isoler, à couper peu à peu ses liens avec l'extérieur pour que le seul point fixe dans sa vie reste elle. Le jour où il fut rappelé à la barre, il savait déjà ce qu'il allait dire, pas ce qu'il avait vu, ce qu'elle voulait qu'il dise. Il répéta mentalement ses phrases, polies, crédibles, impeccable. Quand il prit place face au jury, il sentit leur regard, lourd d'attente. L'avocat de la défense l'accueillit avec un sourire presque imperceptible, comme un maître satisfait de son travail. Sous serment, il modifia subtilement les détails, la silhouette aperçue, l'heure exacte, même la lumière de cette nuit-là. Rien de trop gros pour réveiller les soupçons, mais assez pour semer un doute irréversible dans l'esprit des jurés. L'accusation tenta de le piéger en relisant ses anciennes dépositions, mais il joua la carte de la mémoire imparfaite. C'était il y a longtemps, et les nuits se ressemblent. Un frisson parcourut l'assistance. Il venait de briser la colonne vertébrale de l'accusation. Quand il quitta la salle, il croisa son regard derrière la vitre. Pas un mot, juste un sourire lent, presque imperceptible, qui disait tout. Il avait choisi son camp, et dans ce choix, il venait de rompre définitivement avec la vérité. Après son témoignage, elle lui envoyait une lettre différente des autres. Pas de phrases calculées, pas de sous-entendus voilés. Cette fois, c'était une promesse. « Quand tout sera fini, je te retrouverai. Nous aurons une vie loin d'ici. Rien que tous les deux. » Il lut ces mots encore et encore, jusqu'à les connaître par cœur. Il se mit à imaginer cette vie. Une petite maison isolée, le bruit des vagues, et elle, libre, assise à ses côtés. Il ne voyait pas que ces images étaient comme des perles enfilées sur un fil invisible qui l'en serrait chaque jour un peu plus. Autour de lui, ses amis s'éloignaient, fatigués de ses silences et de ses excuses. Son travail en souffrait, sa santé aussi. Mais tout cela lui paraissait secondaire, car il vivait pour un futur qui n'existait que dans l'encre d'une lettre. Ce qu'il ignorait, c'est que pour elle, cette promesse n'était qu'un outil de plus, un crochet planté profondément dans son esprit pour s'assurer qu'il resterait accroché, jusqu'au moment où elle déciderait qu'il ne lui servait plus. Les semaines passèrent et la date du verdict approchait. Lui, persuadé d'avoir fait ce qu'il fallait, vivait dans une étrange euphorie teintée d'angoisse. Mais parfois, dans le silence de son appartement, une ombre passait dans ses pensées. Un détail revenait sans cesse. Le soir du crime, cette lumière dans la ruelle,
ce reflet métallique qu'il avait vu tomber au sol. Chaque fois qu'il tentait de se souvenir avec précision, son esprit semblait reculer comme si une main invisible brouillait les contours. Une nuit, il fit un rêve troublant. Elle, tenant un couteau taché, ses yeux verts étincelants d'une froideur inconnue. Il se réveilla en sueur, persuadé que ce n'était qu'un cauchemar. Mais au fond, une voix sourde lui murmurait que ce n'était peut-être pas qu'un rêve. Il commença à remarquer d'autres signes, certaines incohérences dans ses récits. Des dates qui changeaient subtilement, des détails qu'elle modifiait sans jamais paraître s'en rendre compte. Pourtant, il chassa ses doutes parce que les accepter, c'était admettre qu'il avait trahi la vérité pour protéger, peut-être, une meurtrière. Et ça, il n'était pas encore prêt à l'affronter. Le procès entra dans sa phase finale. Les médias s'étaient emparés de l'affaire et son visage passait désormais aux informations, étiqueté comme le témoin clé. Cela le mettait mal à l'aise, mais aussi étrangement le flattait. Il avait l'impression d'être important, indispensable, presque héroïque. Pourtant, dans l'ombre, quelque chose changeait. Des inconnus semblaient l'observer, parfois même le suivre dans la rue. Un soir, en rentrant chez lui, il trouva sa porte entr'ouverte. Rien n'avait disparu, mais sur sa table de cuisine, un objet qu'il n'avait jamais vu l'attendait, une petite lame de couteau, propre, posée sur un morceau de papier blanc. Aucun mot. Ce simple geste suffisait à lui rappeler qu'il marchait sur un fil tendu au-dessus du vide. Il en parla à elle, lors de leur prochaine rencontre. Mais elle se contenta d'un sourire tranquille, comme si ce genre de menace ne l'effrayait pas. « Ils essaient de nous séparer », murmura-t-elle. Il la crut, et au lieu de reculer, il se rapprocha encore. Plus l'étau se resserrait, plus il s'accrochait à elle, persuadé que le danger venait de l'extérieur, et non de la personne qu'il protégeait. Le jour du verdict, la salle d'audience était pleine à craquer. Les journalistes s'étaient massés dans les rangées du fond, caméras prêtes à capter chaque émotion. Il s'assit au premier rang, juste derrière elle. Quand le jury entra, un silence tendu s'installa. Le président lut lentement la décision, non coupable. Un murmure parcourut la salle, mélange de stupeur et de soulagement. Elle ne bougea pas immédiatement, puis, lentement, elle tourna la tête vers lui, ses yeux verts capturant les siens. Il y eut de la reconnaissance, ou peut-être autre chose, quelque chose de plus froid. À la sortie, ils échangèrent quelques mots à voix basse. « Bientôt », lui siffla-t-elle. Il crut à une promesse. Il ne vit pas que dans sa bouche, ce mot pouvait aussi être une sentence. Les jours suivants, il vécut dans une attente fébrile. Elle était libre, enfin, libre grâce à lui. Il croyait qu'ils allaient se retrouver, commencer cette vie rêvée dont elle lui a fait tant parler. Mais déjà, dans les coulisses de son esprit, elle préparait la suite. Une suite où il n'avait peut-être plus de place. Sa liberté retrouvée marqua un changement subtil, presque imperceptible au début. Les lettres devinrent plus rares, les rendez-vous plus difficiles à organiser. Elle lui parlait moins de leur avenir et plus de ses nouveaux projets, de ses amis qu'il ne connaissait pas. Un soir, il l'attendit dans un café comme convenu. Elle ne vint pas. Il appela, envoya des messages, mais ne reçut aucune réponse. L'angoisse monta, et avec elle un soupçon qu'il avait longtemps refusé d'admettre. Et si tout ce temps, il n'avait été qu'un pion, un outil pour franchir une étape, puis jeté dès qu'il n'était plus utile. Les jours passèrent, et il se rendit compte qu'elle l'avait effacé de sa vie aussi proprement qu'on efface un nom d'une liste. Plus il cherchait à la joindre, plus il se heurtait à un mur invisible. Puis, une nuit, il trouva dans sa boîte aux lettres une enveloppe sans timbre. À l'intérieur, un seul mot écrit à l'encre noire. « Merci », pas de signature. Ce mot, il comprit, n'était pas une marque de gratitude, c'était un adieu. Il tenta de reprendre une vie normale, retourner au travail, échanger quelques mots avec ses collègues, sourire par automatisme. Mais chaque geste sonnait faux. Elle occupait toujours ses pensées, comme une ombre persistante qui refusait de disparaître. Et puis, il commença à remarquer des choses étranges. Un soir, en rentrant chez lui, il croisa un homme qui semblait l'attendre au coin de la rue. Le lendemain, une voiture grise stationnait depuis des heures sous ses fenêtres. Parfois, il lui semblait voir une silhouette se fondre dans la foule derrière lui. Était-ce son imagination ou quelqu'un voulait-il lui faire passer un message? Ces signes avant-coureurs étaient comme des éclats d'orage à l'horizon, annonçant une tempête imminente. Il tenta de la contacter, espérant qu'elle lui expliquerait ce qui se passait. Mais ses appels restaient sans réponse. Ses lettres revenaient sans être ouvertes. Ce silence était plus lourd que n'importe quelle menace. C'était comme si, du jour au lendemain, il n'existait plus. Et pourtant, il savait, au fond de lui, qu'elle n'avait pas complètement disparu. Elle le regardait encore, quelque part, mais plus avec les mêmes yeux. Une semaine après sa dernière tentative de la voir, il trouva une petite enveloppe glissée sous sa porte. Pas d'adresse, pas de timbre. À l'intérieur, une simple carte postale représentant un bord de mer battu par les vagues. Au verso, quelques mots écrits d'une écriture qu'il connaissait trop bien. « Tu ne devrais pas être là ». Il resta longtemps à fixer cette phrase, se demandant si c'était un avertissement, une menace ou une invitation à disparaître. Plus il y pensait, plus il sentait une peur sourde s'installer. Cela ne ressemblait pas à ses lettres d'avant. Ce n'était pas fait pour séduire ou rassurer. C'était sec, presque tranchant, comme si elle lui disait que le rôle qu'il avait joué était terminé et qu'il devait s'éloigner, sous peine de conséquences
conséquences. Pourtant, au lieu de reculer, il sentit en lui une étrange obstination. Il ne pouvait pas accepter que tout se termine ainsi. Il devait comprendre, même si cette quête de vérité risquait de l'entraîner dans un endroit d'où l'on ne revient pas. Privé de ses réponses, il décida de chercher lui-même. Il retrouva certains noms qu'elle avait mentionnés lors de leur conversation. Un vieil ami d'enfance, un ancien voisin, une ancienne collègue. Il appela, se déplaça, frappa aux portes. Mais à chaque fois, il tombait sur des visages fermés ou sur des silences pesants. Certains prétendaient ne pas la connaître. D'autres, plus rares, se contentaient de lui conseiller de l'oublier. Il comprit que, bien avant le procès, elle avait tissé autour d'elle un cercle d'histoires contradictoires, de fausses identités et de souvenirs fabriqués. Plus il cherchait, plus il découvrait qu'il ne savait absolument rien de la personne qu'il avait défendue au péril de sa vie. Une nuit, en consultant de vieux articles de journaux, il tomba sur une photo. Elle y apparaissait, plus jeune, sous un autre nom, associée à une autre affaire. Une disparition jamais élucidée. Cette découverte le glaça. Avait-il libéré une meurtrière récidiviste? Et si oui, combien d'autres avaient déjà payé le prix de ses manipulations? Une seule certitude demeurait. Il avait été un instrument entre ses mains. Il ne pouvait pas rester dans l'ombre, il devait la voir, une dernière fois pour obtenir ses réponses. Après plusieurs jours de recherche, il apprit qu'elle fréquentait désormais un bar discret à la périphérie de la ville. Une nuit, il s'y rendit. L'endroit sentait la fumée froide et le whisky bon marché. Elle était là, assise dans un coin, entourée de deux hommes au regard dur. Quand leurs yeux se croisèrent, elle ne montra ni surprise ni joie, juste ce sourire lent, identique à celui qu'elle lui avait offert après le verdict. Il s'approcha, mais un des hommes se leva, lui barrant la route. « Ce n'est pas une bonne idée », lui lança-t-il. Elle, sans un mot, se pencha vers lui et glissa quelque chose à voix basse. Le type recula et il put enfin s'asseoir face à elle. Il demanda pourquoi elle l'avait effacé de sa vie. Elle répondit simplement « Parce que tu ne m'es plus utile ». Ces mots, prononcés sans émotion, claquèrent comme une gifle. Et dans ce regard vide, il comprit qu'il n'avait jamais été qu'un pion sur son échiquier. Après cette rencontre, il eut la sensation que tout s'effondrait autour de lui. Les visages inconnus qu'il observait semblaient plus proches. Les pas derrière lui, dans la rue, résonnaient plus fort. Un soir, en sortant du travail, il remarqua une camionnette noire garée de l'autre côté de la rue. Elle était encore là le lendemain. Puis, un matin, il ne se rendit pas à son bureau. Personne ne le vit rentrer chez lui. Ses voisins entendirent un bruit sourd vers minuit, mais aucun d'eux n'osa vérifier. Le lendemain, son appartement était vide, la porte entr'ouverte. Sur la table, une enveloppe. À l'intérieur, la même photo de bord de mer que sur la carte postale. Mais cette fois, il y avait deux silhouettes. L'une était elle, l'autre, lui, de dos, comme s'il s'éloignait vers l'horizon. On ne le revit jamais. Les semaines passèrent et son nom disparut peu à peu des conversations. Les journaux cessèrent d'évoquer son rôle dans le procès. Dans la ville, certains murmuraient qu'il avait quitté le pays. D'autres, plus lucides, savaient qu'on ne s'évapore pas ainsi sans raison. Elle, de son côté, continuait sa vie, changeant à nouveau de cercle, de visage, de ville. Dans ces nouveaux mensonges, il n'existait déjà plus. Son histoire était close, scellée, et il n'en resterait aucune trace officielle. Mais quelque part, dans le silence, il restait cette vérité qu'elle ne craignait pas. Personne ne pourrait jamais prouver ce qu'elle avait fait, car les témoins, un à un, finissaient toujours par se taire ou disparaître. Si vous voulez entendre d'autres récits où l'ombre et la manipulation s'entremêlent, abonnez-vous, car la prochaine histoire pourrait être encore plus dangereuse que celle-ci.